Les lustres de la maison Pemberton flamboyaient de 1000 bougies, leur lumière se brisant à travers des pampilles de cristal pour semer des diamants sur l'assemblée réunie, et l'air lui-même semblait épais du poids de la célébration, lourd des parfums mêlés de rose et de jasmin, du parfum suave et décadent des lys de serre qui emplissaient chaque alcôve, de l'odeur enivrante du champagne et de la chaleur humaine pressée trop près les uns des autres dans la magnifique salle de bal où Lady Catherine Ashford se tenait à la périphérie, ses mains gantées serrant son éventail avec un désespoir qui, elle le priait, ne semblait que décoratif. Elle s'était positionnée près des portes de la terrasse où un filet d'air plus frais offrait occasionnellement un répit face à la chaleur suffocante. Bien que même ce petit soulagement eût commencé à faiblir à mesure que la soirée avançait et que la foule se densifiait, chacun impatient d'assister à ce moment le plus attendu de la saison, l'annonce officielle des fiançailles du duc Edmund Hartwell avec l'incomparable Lady Rosalind Pemberton. Le regard de Catherine, malgré tous les efforts de sa volonté, demeurait fixé sur l'estrade où se tenait Edmund, sa haute silhouette élégante dans un habit de soirée noire, ses cheveux sombres rejetés en arrière d'un visage qu'elle avait mémorisé au fil des années de regards dérobés et d'observations attentives. Un visage qui lui avait été autrefois aussi familier que son propre reflet lorsqu'ils étaient enfants, courant à travers leurs domaines attenants, avant que le devoir, le rang et le passage inexorable du temps ne l'eussent transformé en cette figure distante et intouchable qui, même à cet instant, levait son verre pour porter un toast à la beauté radieuse à ses côtés. Rosalin, aux cheveux d'or et aux joues roses, souriait avec la confiance sereine d'une femme qui n'avait jamais douté de sa propre valeur ou de son charme, sa robe de saphir assortie précisément au célèbre joyau des Pemberton qui encerclait sa gorge, et Catherine sentit les baleines de son corset s'enfoncer plus profondément dans ses côtes, alors qu'elle prenait une inspiration qui ne parvenait pas tout à fait à remplir ses poumons. Il l'a choisie, elle, pensa Catherine, les mots une litanie de douleur qu'elle se répétait depuis que les fiançailles avaient été annoncées 3 semaines auparavant. Bien sûr qu'il l'a choisie. Comment aurait-il pu choisir autrement? Comment ai-je pu imaginer? Mais elle avait imaginé, dans ces heures secrètes, avant l'aube, où l'honnêteté devient inévitable, elle s'était autorisée à se souvenir de la façon dont les yeux d'Edmund trouvaient les siens à travers les salles bondées, de la qualité de l'attention qu'il lui accordait quand il parlait, différente en quelque sorte de ses interactions avec les autres, ou peut-être avait-elle seulement souhaité qu'elle fût différente, avait-elle construit un sens à partir de coïncidences et de proximité, avait-elle confondu la considération confortable d'une vieille connaissance pour quelque chose de plus profond. La pièce tangua légèrement alors qu'Edmund commençait à parler, sa voix portant à travers l'assemblée silencieuse. Des mots formels sur l'honneur et le bonheur et la bénédiction de trouver son parfait complément, et Catherine enregistra avec une alarme distante que sa vision avait commencé à se brouiller sur les bords, des taches sombres s'épanouissant comme de l'encre dans l'eau. La chaleur pressait contre ses tempes, son corset semblait se resserrer davantage à chaque respiration superficielle, et le vrombissement dans ses oreilles monta pour couvrir la voix d'Edmund, alors même qu'elle regardait ses lèvres former des mots qu'elle ne pouvait plus entendre. Son éventail glissa de ses doigts inertes. Le sol se précipita vers elle, et dans le dernier fragment de conscience, avant que l'obscurité ne la réclamât entièrement, elle vit des visages se tourner vers elle dans un flou de choc et de curiosité. Entendit le hoquet collectif du scandale se propager à travers l'assemblée, et puis il n'y eut plus que le visage d'Edmund au-dessus du sien, ses yeux gris écarquillés par quelque chose qui ressemblait incroyablement à de la terreur, sa main se tendant vers elle alors qu'elle tombait dans l'oubli. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé,
Abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Catherine reprit conscience dans un petit salon attenant à la salle de bal principale, les sons de la célébration désormais étouffés par de lourds rideaux de damas et des portes fermées, et sa première perception fut le visage inquiet de sa femme de chambre Mary, planant au-dessus d'elle. Suivi immédiatement par le visage à barbe grise du docteur Whitmore qui soignait la famille Ashford depuis l'enfance de Catherine, ses doigts froids sur son poignet vérifiant son pouls tandis qu'il murmurait des paroles rassurantes qu'elle pouvait à peine traiter à travers la vague écrasante de mortification qui la submergea alors que la mémoire lui revenait en détails vifs et atroces. Elle s'était évanouie, s'était littéralement effondrée à la vue de toute l'élite de Londres, avait perturbé l'annonce des fiançailles du duc de Hartwell par un spectacle de faiblesse dont on discuterait dans chaque salon, et qui serait chuchoté derrière chaque éventail pendant des semaines, et l'humiliation la brûla avec une telle intensité qu'elle souhaita désespérément sombrer à nouveau dans l'inconscience, plutôt que d'affronter ce qu'elle avait fait. Le docteur Whitmore la déclara remise d'un simple accès de chaleur et de la compression excessive de son corset, prescrivit du repos et des environnements plus frais, et partit avec une discrétion professionnelle, tandis que Mary l'aidait à s'asseoir et lui tendait un verre d'eau dans ses mains tremblantes, et Catherine prit conscience de voix dans le couloir derrière la porte, le ton maîtrisé de sa mère parlant avec quelqu'un, organisant leur départ immédiat, épargnant à Catherine l'épreuve insupportable de retourner affronter les invités rassemblés. En moins d'une heure, elle se retrouva dans leur voiture cahotant à travers les rues sombres de Londres vers leur hôtel particulier, sa mère assise à côté d'elle dans un silence compatissant, ne posant aucune question que Catherine n'aurait pu supporter de répondre, et à l'aube, elles avaient entièrement quitté la ville, fui comme des criminels ou des invalides vers le sanctuaire d'Ashford Manor dans le Hertfordshire, où Catherine pourrait se cacher des regards entendus et de la curiosité à peine dissimulée de la société. Dans les jours qui suivirent, seule dans sa chambre d'enfant, avec ses murs bleu pâle familiers et sa vue sur la roseraie, Catherine s'autorisa enfin à examiner la profondeur du sentiment qu'elle avait si soigneusement dissimulé, même à sa propre conscience, durant les années écoulées depuis qu'elle et Edmond étaient passés de l'enfance à l'âge adulte, où leur rang et leurs attentes les avaient entraînés dans des orbites différentes. Elle se souvint du garçon qui lui avait appris à grimper au vieux chêne à la frontière de leur domaine, qui avait partagé ses textes de latin lorsque sa gouvernante désespérait de ses conjugaisons, qui l'avait regardé avec une affection si sincère avant que le devoir, l'héritage et le poids de son titre ne l'eussent transformé en ce duc de Hartwell, distant et contrôlé, qui se mouvait dans la société avec une bienséance parfaite et aucune passion visible. Il ne m'a jamais vue comme autre chose qu'une présence familière, se dit-elle, un vestige confortable de l'enfance, quelqu'un de sûr et de peu exigeant, tandis qu'elle avait construit des édifices entiers de sens à partir des plus petits gestes, avait amassé chaque conversation comme un avare comptant son or, s'était autorisé à espérer en secret qu'un jour peut-être il la regarderait et verrait non seulement Lady Catherine Ashford qu'il connaissait depuis toujours, mais une femme digne de la considération plus profonde qu'elle l'avait observé accorder à d'autres qui étaient plus belles, plus accomplies, plus tout ce qu'elle ne pourrait jamais être. La douleur d'accepter qu'Edmund ait choisi Rosalinde, parfaite, lumineuse Rosalinde qui méritait tout le bonheur, s'installa dans la poitrine de Catherine comme une pierre, froide, lourde et permanente, et elle résolut de rester à Ashford Manor jusqu'à ce que le mariage fût conclu et que suffisamment de temps se fût écoulé pour que son retour dans la société ne rappelât pas immédiatement son humiliation spectaculaire, jusqu'à ce qu'elle pût affronter à nouveau le monde avec calme et dignité, jusqu'à ce qu'elle pût façonner ses traits en une parfaite indifférence
à la mention du duc et de la duchesse de Hartwell, jusqu'à ce qu'elle pût se convaincre elle-même que son cœur n'avait jamais été engagé du tout. Les semaines qui suivirent la retraite de Catherine à Ashford Manor se déroulèrent avec la lente et mélancolique beauté du déclin de l'automne, chaque jour plus court que le précédent, la lumière devenant dorée et oblique en filtrant à travers les arbres qui perdaient leurs feuilles dans une reddition progressive au froid approchant, et Catherine se surprit à parcourir de plus en plus fréquemment les jardins du domaine, son châle serré contre l'air vif, ses pas la menant le long de sentiers familiers, entre des parterres de fleurs en dormance et des haies devenant brunes, comme si le mouvement physique pouvait d'une manière ou d'une autre apaiser la douleur persistante qui s'était installée sous son sternum et refusait de s'estomper malgré ses fermes leçons intérieures sur la dignité et l'acceptation. Sa mère, Lady Ashford, observait ses promenades solitaires avec l'inquiétude tranquille d'une femme qui comprenait plus que ce que sa fille souhaitait révéler, et au petit déjeuner ou au thé, elle offrait de douces ouvertures à la conversation, des observations sur la pâleur de Catherine, des questions pour savoir si une visite à Bath pour les eaux pourrait lui être bénéfique, des demandes subtiles pour savoir si quelqu'un en particulier avait écrit de Londres. Mais Catherine déviait chaque approche avec une aisance exercée, insistant sur le fait qu'elle était simplement fatiguée des efforts de la saison, que l'air de la campagne la rétablissait parfaitement bien, qu'elle n'avait aucun intérêt pour les nouvelles de la ville et ne souhaitait que s'occuper de passe-temps plus calmes jusqu'à ce que l'hiver soit passé. Elle remplit ses journées des activités jugées appropriées pour une dame de son rang. Elle lut abondamment dans la bibliothèque de son père, parcourant des volumes de poésie qui semblaient parler directement à son cœur blessé. Elle entretint une correspondance avec plusieurs amis d'école qui écrivirent avec sympathie au sujet de son malaise dû à la chaleur, sans mentionner le moment plus scandaleux de cet évanouissement. Elle accompagna sa mère lors de visites aux tenanciers où elle distribuait des paniers et s'enquérait de la santé des enfants avec un intérêt sincère qui lui procura de bénies heures d'oubli de ses propres tourments, et elle consacra un temps considérable à ses travaux d'aiguille, créant un motif élaboré de roses et d'épines entrelacées qui semblait devenir plus compliqué et plus sombre dans son imagerie à mesure que les semaines passaient. Pourtant, sous cette surface composée d'activités productives, la douleur restait constante, une pulsation sourde qui s'aiguisait de manière inattendue à des moments aléatoires, lorsqu'elle passait près du vieux chêne à la limite du domaine où elle et Edmond avaient joué enfant, lorsqu'elle entendait son père mentionner quelque chose sur les terres des Hartwell dans une conversation anodine, lorsqu'une lettre arrivait de sa tante à Londres et qu'elle se surprenait à chercher dans les chroniques mondaines toute mention de son nom avant de pouvoir s'arrêter. Les nouvelles occasionnelles qui parvenaient à Ashford Manor depuis la capitale arrivaient par divers canaux. Les lettres de sa tante, la correspondance de son père avec des associés, les visiteurs qui passaient et ne pouvaient résister à partager les derniers andits. Et Catherine apprit, malgré ses tentatives d'indifférence, que les préparatifs du mariage du duc de Hartwell et de Lady Rosaline Pemberton avançaient rapidement, que le duc lui-même avait été rarement vu en société depuis son bal de fiançailles, que Lady Rosaline se faisait confectionner son trousseau et que la cérémonie était prévue avant Noël. Chaque mention du nom d'Edmund faisait tressaillir Catherine intérieurement, même si elle maintenait une parfaite contenance extérieurement, et elle se disait fermement qu'elle guérissait, que le temps et la distance accomplissaient leur œuvre réparatrice, que bientôt elle pourrait entendre parler de son mariage sans cette vive torsion de perte, mais elle savait avec une sombre honnêteté qu'elle apprenait simplement à vivre avec la douleur plutôt qu'à la transcender, construisant une structure soignée de normalité autour d'une blessure qui continuait de saigner en secret. La voiture qui arriva à Ashford Manor 2 mois après la retraite de Catherine portait les armoiries de la famille Blackwood, et Catherine sentit son cœur se serrer d'appréhension
lorsque le majordome annonça que Lord Thomas Blackwood demandait l'honneur d'une audience, car Thomas était l'ami le plus proche d'Edmund depuis leurs années d'école, son compagnon le plus fidèle, et sa présence ici ne pouvait signifier qu'une nouvelle d'importance avait motivé ce voyage inattendu dans le Hertfordshire. Elle le reçut au salon en présence de sa mère, comme l'exigeait la bienséance, et observa immédiatement que le visage habituellement jovial de Thomas portait une expression de gravité troublée qui seyait étrangement à des traits plus accoutumés au rire et au charme facile. Il fit les plaisanteries d'usage sur son voyage, le temps et la beauté du domaine d'Ashford avec une distraction évidente, et Catherine se sentit de plus en plus tendue alors qu'il tournait autour de l'objet de sa visite, jusqu'à ce que finalement sa mère, avec la perspicacité qui avait caractérisé toutes ses récentes interactions avec Catherine, s'excusa sous prétexte de s'occuper des affaires de la maison, et Catherine se retrouva seule avec Thomas, qui sembla s'affaisser de soulagement à son départ. « Lady Catherine, commença-t-il, puis s'arrêta, passant une main dans ses cheveux dans un geste de frustration. J'ai débattu pendant des semaines pour savoir si j'avais le moindre droit de venir ici, si ce que j'ai observé me donnait l'autorisation d'interférer dans des affaires qui ne sont pas de mon ressort, mais je constate que je ne peux rester silencieux alors que je crois, alors que je suis presque certain, qu'une terrible erreur est commise par deux personnes que je tiens en grande affection. » Les mains de Catherine se crispèrent sur les bras de son fauteuil. Mais elle garda une voix stable en répondant « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Lord Blackwood », bien qu'elle craignît désespérément de le comprendre. Thomas se pencha en avant, son expression sincère et troublée. « Le mariage a été reporté indéfiniment, » dit-il sans détour. « Lady Rosalind est tombée malade, rien de grave, mais assez pour retarder la cérémonie. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. Lady Catherine, j'étais présent lorsque vous vous êtes évanouie au bal de fiançailles. Je me tenais tout près d'Edmund quand c'est arrivé, et j'ai vu son visage à ce moment-là. » Il marqua une pause, semblant chercher ses mots. « Je connais Edmund Hartwell depuis que nous étions des garçons de 8 ans à Eton. Je l'ai vu affronter des chevaux au galop, recevoir la nouvelle de la mort de son père, se tenir devant le Parlement pour défendre une législation en laquelle il croyait. Je n'ai jamais, en toutes ces années, vu une telle terreur dans les yeux d'un homme que celle que j'ai vue lorsque vous vous êtes effondré. Il vous a atteinte avant que quiconque ne pût bouger, vous a rattrapé alors que vous tombiez, et l'expression sur son visage était celle d'un homme regardant son monde entier s'écrouler. » Catherine s'aperçut qu'elle ne pouvait plus respirer correctement, ne pouvait formuler de réponse à cette révélation qui bouleversait tout ce qu'elle avait cru de cette horrible soirée. « Il a prononcé votre nom, » continua Thomas doucement, avec une telle angoisse, une telle inquiétude désespérée, que plusieurs personnes près de nous l'ont remarqué. Et depuis, je l'ai vu évoluer dans la société comme un homme condamné, accomplissant ses devoirs avec une parfaite correction, tout en semblant absent de sa propre vie. Lady Catherine, je ne peux prétendre connaître l'état de votre cœur, et peut-être que je dépasse toutes les limites de la bienséance, mais je me suis senti obligé de vous dire que quoique la société croie des sentiments du duc de Hartwell, quoiqu'il ait laissé tout le monde, y compris peut-être lui-même, croire, sa réaction dans ce moment de faiblesse suggérait que ses affections pourraient ne pas se trouver là où ses fiançailles l'indiqueraient. Thomas partit peu après, laissant Catherine naviguer dans la tempête d'émotions que sa visite avait déchaînée, et elle resta seule dans le salon tandis que l'après-midi cédait la place au soir. Incapable de réconcilier cette nouvelle information avec sa ferme conviction qu'Edmund ne l'avait jamais considérée comme plus qu'une amie confortable, terrifiée à l'idée de laisser l'espoir prendre racine alors que la situation restait impossible, mais incapable d'empêcher la possibilité timide et fragile de se déployer dans sa poitrine comme la première pousse verte du printemps perçant le sol gelé. Les jours qui suivirent le départ de Thomas Blackwood se déroulèrent avec une lenteur exquise pour Catherine,
chaque heure s'étirant en quelque chose qui semblait à la fois trop long et insuffisant pour l'ampleur des émotions qu'elle tentait de traiter, et elle se retrouva prise dans un cycle d'examen et de réexamen qui la laissait épuisée, mais incapable de se reposer. Son esprit revenant obsessionnellement à chaque interaction qu'elle avait jamais partagée avec Edmund Hartwell, visionnant chaque souvenir à travers la nouvelle lentille que la révélation de Thomas avait fournie. Elle restait éveillée dans les heures sombres avant l'aube, rejouant des moments qu'elle avait vécus des années auparavant. La soirée musicale chez Lady Thornbury, où Edmund s'était tenu à côté du pianoforte et l'avait regardée avec une expression qu'elle avait interprétée comme un intérêt poli, mais qui maintenant, reconsidérée, aurait pu contenir quelque chose de plus profond. L'après-midi à Richmond, où leur groupe s'était promené le long de la rivière et où Edmund s'était toujours arrangé pour se positionner à ses côtés. Sa conversation s'adressant principalement à elle, tandis que les autres se mettaient par paires autour d'eux. Le bal, où elle avait porté la robe de soie bleue, et l'avait surpris en train de la fixer avec une telle intensité qu'elle avait senti la chaleur monter à ses joues avant qu'il n'eût rapidement détourné le regard. Chaque souvenir semblait transformé par cette nouvelle possibilité, prenant des nuances de sens auxquelles Catherine voulait désespérément croire, mais craignait qu'elles ne fussent que les projections de son propre désir sans espoir, car n'était-ce pas la torture particulière de l'amour non partagé de trouver des preuves de réciprocité dans les gestes les plus ambigus, de construire des significations élaborées à partir de regards qui ne signifiaient peut-être rien de plus qu'une distraction momentanée. Elle se surprenait à construire ces fragiles structures d'espoir, puis les démolissait délibérément avec une logique impitoyable, se rappelant qu'Edmund était fiancé à une autre femme, que même si Thomas avait correctement interprété ce moment de terreur lorsqu'elle s'était évanouie, un moment d'inquiétude ne constituait pas de l'amour, qu'elle n'avait aucun droit à ses affections et aucun pouvoir pour changer sa situation, même si ses affections existaient. L'impossibilité de sa situation devint de plus en plus claire, alors que novembre s'enfonçait dans décembre et que la première neige arrivait à Ashford Manor, transformant le paysage en quelque chose de pur et de gelé, et d'une manière ou d'une autre approprié à l'état émotionnel que Catherine était déterminée à cultiver en elle-même. Un engourdissement délibéré, une couche protectrice de glace sur la blessure à vif que la visite de Thomas avait rouverte juste au moment où elle commençait à cicatriser. Elle prit la décision consciente de continuer sa retraite de la société, de ne faire aucune tentative pour contacter Edmund ou pour interférer de quelque manière, que ce soit avec la résolution que lui et Lady Rosalind atteindraient concernant leur mariage reporté, car l'honneur exigeait qu'elle respectât ses fiançailles, indépendamment de ce que son cœur souhaitait désespérément croire sur ses sentiments. Et elle ne deviendrait pas le genre de femme qui poursuit un homme engagé ou s'autorise à espérer le malheur d'une autre femme. La neige continuait de tomber, alors que Catherine se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les jardins disparaître sous des congères blanches. Et elle se dit que ce froid, ce gel délibéré de l'espoir, était une forme de miséricorde. Mieux valait ne rien sentir que de tout sentir et n'avoir aucun exutoire pour la marée écrasante d'amour, de perte et de possibilités désespérées qui menaçaient de la noyer chaque fois qu'elle laissait ses défenses s'affaiblir. Noël arriva à Ashford Manor avec tous les préparatifs traditionnels qui avaient marqué la saison depuis des générations. La grande salle décorée de guirlandes de houx et de lierre, la bûche de Noël préparée pour l'âtre, les cuisines remplies des riches arômes de viande rôtie et de puddings épicés. Et pourtant Catherine se mouvait dans ce cadre festif avec une mélancolie qui semblait s'approfondir plutôt que de se dissiper face à la gaieté forcée. Car il y avait quelque chose de particulièrement cruel à célébrer la joie et la bonne volonté lorsque son propre cœur se sentait gelé dans un état d'hiver perpétuel.
Sa sœur cadette Éléanore arriva de Londres 3 jours avant la veille de Noël, faisant irruption dans le manoir avec son énergie caractéristique et remplissant immédiatement les espaces calmes de bavardages et de rires, et Catherine se sentit reconnaissante de la distraction, même si elle redoutait les questions inévitables, car Éléanore avait toujours possédé une capacité étrange à percevoir les vérités que les autres manquaient et une incapacité totale à laisser les sujets inconfortables sans les examiner. Les questions vinrent la veille de Noël, alors que les sœurs étaient assises ensemble dans la chambre de Catherine, pendant que la femme de chambre d'Éléanore arrangeait ses cheveux pour le dîner de famille du soir, et Éléanore, observant le reflet de Catherine dans le miroir, avec ses yeux vifs et entendus, dit sans préambule: « Les ragots à Londres ne parlent que du duc de Hartwell et de son mariage indéfiniment reporté. Lady Rosalind s'est remise de sa maladie et reste à Bath. La date du mariage reste non fixée, et Edmund lui-même est devenu positivement glacial en société, n'assistant qu'aux fonctions les plus obligatoires et ne parlant à pratiquement personne. » Les mains de Catherine s'immobilisèrent sur le ruban qu'elle tordait distraitement, et elle répondit avec une indifférence étudiée: « Je suis sûr que les affaires du duc ne me concernent pas. » Mais Éléanore fit un bruit peu distingué de scepticisme et renvoya sa femme de chambre d'un geste de la main avant de se tourner pour faire face à Catherine directement avec une expression d'exaspération affectueuse. « Catherine, je ne suis pas une de ces créatures de la société insipide qui ne voient pas au-delà de la surface des choses. Je sais que tu t'es évanouie à ce bal, non pas à cause de la chaleur, mais de quelque chose de bien plus significatif, et je t'ai regardé te retirer dans cet exil auto-imposé, avec un cœur brisé que tu refuses de reconnaître. Et maintenant, j'entends que Thomas Blackwood a fait une visite mystérieuse ici il y a quelques semaines, et je rassemble ces pièces en un tableau qui suggère que ton cœur et celui du duc pourraient souffrir du même mal. » La franchise de la confrontation d'Éléanore perça les défenses soigneusement construites de Catherine, et elle se surprit à avouer d'une voix à peine plus haute qu'un murmure: « Je l'aimais, Éléanore, je l'aime depuis des années, mais c'est sans importance, il en a choisi une autre, il a pris sa décision, et je dois la respecter et trouver un moyen de construire une vie qui ne l'inclut pas. » Et elle fut horrifiée de sentir les larmes la menacer pour la première fois depuis qu'elle avait cultivé son engourdissement protecteur. Éléanore se déplaça pour s'asseoir à côté de sa sœur, prenant les mains froides de Catherine dans les siennes, chaudes, et dit avec une douceur inhabituelle pour sa manière typiquement directe: « Mais a-t-il choisi, Catherine, ou a-t-il choisi ce qui était attendu, ce que le devoir, la famille et la société exigeaient, sans jamais consulter ce que son cœur désirait vraiment? Et si son cœur désirait différemment, s'il te désirait toi, cela n'expliquerait-il pas pourquoi un homme qui devrait célébrer son mariage approchant se meut dans le monde comme un fantôme? Pourquoi un mariage qui aurait dû avoir lieu il y a des mois reste perpétuellement retardé? Pourquoi il a l'air, selon tous les récits que j'ai entendus, d'un homme purgeant une peine plutôt que d'anticiper le bonheur? » Les graines du doute que Thomas avait plantées et que Catherine avait essayé si désespérément de supprimer trouvèrent soudain un nouveau terreau dans les mots d'Éléanore. Et elle passa le reste de Noël dans un état d'espoir douloureux, se demandant si peut-être le choix d'Edmund n'avait pas été aussi clair ou aussi final qu'elle l'avait cru, se demandant si quelque part à Londres il éprouvait la même misère glaciale qui l'avait saisi, se demandant si deux cœurs qui s'aimaient étaient tenus à l'écart, non pas par de véritables obstacles, mais par l'honneur, les suppositions et la peur. La lettre arriva un après-midi gris de janvier, alors que Catherine était assise dans le salon du matin, tentant de se concentrer sur une correspondance qui semblait incroyablement triviale, des réponses aux demandes de cousins éloignés sur sa santé, une note de remerciement
à une tante âgée pour un cadeau de Noël. Et lorsque le majordome entra avec le plateau d'argent portant une seule enveloppe, elle y jeta un regard désintéressé jusqu'à ce qu'elle reconnût l'écriture et sentit tout son corps réagir comme si elle avait touché quelque chose d'électrique, ses doigts commençant à trembler alors même qu'elle tendait la main vers la lettre, son cœur s'emballant soudain avec une telle violence qu'elle craignit de pouvoir s'évanouir à nouveau comme elle l'avait fait à ce maudit bal 6 mois plus tôt. Elle congédia le majordome avec une phrase dont elle ne put se souvenir plus tard, et resta assise une minute entière à simplement tenir l'enveloppe, fixant son nom écrit de la main distinctive d'Edmond, des lettres fortes et précises qui parvenaient à transmettre à la fois formalité et intimité, avant de trouver le courage de briser le sceau et de déplier l'unique feuille de papier épais à l'intérieur. Le contenu de la lettre était soigneusement formulé. Maintenant, la distance appropriée attendue dans la correspondance entre connaissances, mais Catherine pouvait déceler sous le langage formel un courant sous-jacent de quelque chose de plus profond, comme si Edmond avait travaillé sur chaque mot pour transmettre des significations que la bienséance ne lui permettait pas d'énoncer directement. Il écrivait qu'il avait souvent pensé à son bien-être depuis l'incident malheureux à son bal de fiançailles, et il espérait très sincèrement que l'air de la campagne et le repos avaient complètement rétabli sa santé, car son évanouissement lui avait causé une inquiétude considérable. Et le souffle de Catherine se coupa à cette phrase, à l'aveu d'une inquiétude qui semblait porter bien plus de poids que de tels mots ne le justifiaient habituellement. Il poursuivait en disant que sa propre situation était devenue incertaine ces derniers mois, que des questions qui avaient semblé claires et déterminées étaient devenues compliquées de manière qu'il n'avait pas anticipée, et qu'il se retrouvait à remettre en question des décisions prises avec ce qu'il avait cru être une certitude, mais qui semblait maintenant n'avoir été qu'une résignation aux attentes. La lettre se terminait par une demande qui transperça les défenses soigneusement entretenues de Catherine. Edmund se rendrait sur le domaine voisin de Thornfield en février pour s'occuper de quelques affaires, et il lui demandait la permission de lui rendre visite à Ashford Manor. Si une telle visite n'était pas importune ou inconvenante, car il se trouvait désireux de la compagnie de vieux amis, et elle avait toujours été parmi les plus précieux de ses amis, même lorsque le temps et les circonstances avaient créé une distance entre eux. Catherine lut la lettre 3 fois, analysant chaque mot, chaque phrase, cherchant le vrai sens sous la formalité soignée, ses émotions oscillant follement entre l'espoir et la prudence, entre le désir désespéré de croire que cette lettre signifiait quelque chose d'important et la crainte qu'elle ne construisît une fois de plus des significations élaborées à partir de preuves ambiguës. Elle passa 2 jours en délibération angoissée, composant et jetant de multiples réponses, pesant chaque interprétation possible des mots d'Edmond et chaque conséquence possible de sa réponse, avant de finalement s'arrêter sur une brève note qui correspondait à sa formalité tout en laissant la porte ouverte à la possibilité. Elle serait heureuse de le recevoir lors de sa visite à Thornfield. Une telle visite serait tout à fait convenable étant donné leur longue connaissance, et elle espérait que ses affaires dans le voisinage se dérouleraient sans encombre. Elle scella la lettre avant de pouvoir reconsidérer, l'expédia avec des instructions pour un envoi immédiat, puis passa les semaines restantes de janvier dans un état d'anticipation anxieuse qui rendit les mois précédents d'engourdissement protecteur presque préférables, car au moins l'engourdissement n'impliquait pas cette oscillation constante entre l'espoir et la crainte, cette vigilance épuisante des émotions qui la laissait à la fois désirer ardemment février et redouter son arrivée. Les semaines entre l'envoi par Catherine de son acceptation prudente et l'arrivée promise d'Edmund en février s'étirèrent avec une qualité élastique qui fit paraître le temps à la fois douloureusement lent et effroyablement rapide, car elle se retrouva prise entre une anticipation désespérée et une terreur paralysante, alternant entre des états d'espoir qui lui coupaient le souffle et un scepticisme
qui se moquait d'elle pour avoir construit des fantaisies élaborées à partir d'une simple lettre demandant la permission d'une visite amicale. Elle prêta attention à son apparence avec une minutie qu'elle essaya de déguiser en entretien ordinaire, sélectionnant et rejetant des robes de jour avec plus de soin qu'elle n'en avait consacré à aucune robe de bal, demandant à sa femme de chambre d'arranger ses cheveux dans des styles qui paraissaient élégants, sans effort, tout en nécessitant en réalité un effort considérable, puis se réprimandant pour une telle vanité, alors que la visite d'Edmund ne signifiait peut-être rien de plus qu'un devoir envers une vieille connaissance. Le débat intérieur consuma ses heures tranquilles, alors qu'elle tentait de se préparer à toutes les interprétations possibles de ses intentions. Était-ce simplement une visite de courtoisie pour s'assurer de son rétablissement, une obligation qu'il ressentait envers une amie d'enfance qui s'était spectaculairement ridiculisée à son bal de fiançailles? Ou bien la formulation soignée de sa lettre et ses références obliques à des circonstances compliquées suggéraient-elles quelque chose de plus profond, une main tendue à travers la distance qui s'était creusée entre eux vers une connexion qui n'avait jamais été vraiment rompue? Elle craignait de trop en révéler, craignait que son visage ne trahît la profondeur des sentiments qu'elle avait tenté si désespérément d'enterrer, craignait de revivre l'humiliation d'aimer quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas retourner cet amour, et pourtant, sous toute sa peur, courait un courant d'espoir tenace qui refusait d'être entièrement éteint. Le matin de l'arrivée attendue d'Edmund se leva gris et froid, avec de lourds nuages menaçant la neige et un vent mordant qui secouait les fenêtres d'Ashford Manor, et Catherine s'habilla avec des mains tremblantes dans une robe de laine bleu profond qu'Elinor avait déclaré faire ressortir la couleur de ses yeux, tout en paraissant entièrement naturelle et appropriée pour recevoir un vieil ami. Elle se positionna dans le salon avec ce qu'elle espérait paraître être une occupation désinvolte, s'installant près du feu avec un ouvrage de broderie qu'elle n'avait aucune intention de terminer, s'arrangeant dans une pose qui suggérait une indifférence confortable, tandis que son cœur battait contre ses côtes avec une telle violence qu'elle se demanda s'il pouvait être visible à travers le tissu de sa robe. Quand elle entendit enfin le bruit des sabots sur l'allée, ce rythme reconnaissable d'un seul cheval approchant à une allure mesurée, ses mains s'immobilisèrent sur le cercle à broder, et elle prit une inspiration qui sembla insuffisante pour ses poumons soudainement désespérés. Et elle resta figée dans cette attitude de calme forcé en entendant les pas mesurés du majordome traversant le hall, le faible murmure de voix à la porte, puis son annonce formelle. « Le duc de Hartwell, milady. » Catherine se leva sur des jambes qui semblaient incertaines sous elle, se tournant vers l'embrasure de la porte alors qu'Edmund entrait, et leurs regards se croisèrent à travers l'espace du salon dans un moment de silence chargé qui semblait contenir tous les mots qu'aucun d'eux n'avait prononcés. Tous les mois de séparation et de confusion et de désirs soigneusement non reconnus, et elle vit sur son visage, plus mince qu'elle ne s'en souvenait, avec de nouvelles lignes de tension autour de ses yeux et de sa bouche, une expression qui lui coupa le souffle, quelque chose de brut et de sincère qui vacilla sur ses traits avant qu'il ne les ramenât au masque approprié d'une salutation polie, et dans cet instant, avant que la bienséance ne les réclamât tous les deux, Catherine sut avec une certitude dévastatrice que cette visite changerait tout. La salutation d'Edmund fut impeccablement formelle, une révérence correcte, des mots de gratitude pour l'avoir reçue, des questions sur la santé de sa famille prononcées sur le ton mesuré de la société polie. Pourtant, Catherine put voir sous le calme soigné une émotion qu'il luttait pour contenir, quelque chose dans la tension de ses épaules et la légère instabilité de ses mains, alors qu'il retirait ses gants qui parlaient de sentiments bien plus profonds que la bienséance ne le reconnaîtrait. Leur conversation initiale maintint la distance requise, des échanges guindés sur des sujets sûrs qui semblaient presque absurdes, étant donné le poids des questions non dites planant entre eux
comme une présence physique dans la pièce. Catherine remarqua la froideur de la saison, et Edmund convint que l'hiver avait été particulièrement rigoureux. Elle s'enquit de son voyage depuis Thornfield, et il l'assura que les routes étaient tolérablement dégagées, malgré le temps menaçant. Il demanda des nouvelles de la santé de ses parents, et elle confirma qu'ils allaient très bien que les rhumatismes de son père le tourmentassent par temps humides. Tandis qu'ils échangeaient ces plaisanteries insignifiantes, Catherine l'observait avec une attention qui frisait la faim, cataloguant chaque détail. Il avait en effet maigri, son visage plus anguleux qu'elle ne s'en souvenait, avec des ombres sous ses yeux gris qui suggéraient des nuits blanches, et il y avait une qualité dans sa posture qui semblait à la fois plus contrainte et plus fragile, comme s'il se maintenait par la seule force de sa volonté. Elle se demanda ce qu'il voyait en la regardant en retour, s'il remarquait comment les mois de solitude à la campagne l'avaient changé, la nouvelle méfiance dans son expression et le contrôle soigné qu'elle maintenait sur ses traits, la femme qu'elle était devenue en subissant l'humiliation d'un effondrement public et d'un chagrin privé. Ils s'assirent de part et d'autre du salon comme l'exigeait la convention, l'espace entre eux semblant à la fois trop grand et dangereusement insuffisant, et la conversation continua sa dansée prudente autour de tout ce qui importait jusqu'à ce que Catherine, désespérée de briser la formalité suffocante, demanda avec une décontraction étudiée des nouvelles de sa propre santé, et la contenance d'Edmund vacilla juste un instant avant qu'il ne répondît d'une voix qui portait une crudité inattendue. « Je n'ai pas été moi-même depuis l'automne dernier. » Lady Catherine. Je trouve que des circonstances que je croyais établies m'ont entièrement déstabilisé, et je ne suis pas l'homme que je pensais être, ni ne vis la vie que j'imaginais vivre. L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, bien plus révélateur que tout ce qu'il aurait pu dire d'autre, et Catherine sentit ses défenses, soigneusement entretenues, trembler, alors qu'elle croisait son regard et voyait dans ses yeux un reflet de sa propre confusion et de son désir, mais avant que l'un ou l'autre ne pût s'aventurer plus loin en terrain dangereux, le moment passa, et Edmund se levait, prétextant qu'il avait déjà trop longtemps abusé de son hospitalité, et alors qu'il se préparait à prendre congé, il se tourna vers elle avec une expression d'espoir et d'appréhension si nue que son souffle se coupa, demandant en des termes formels qui dissimulaient à peine leur véritable sens s'il pouvait avoir la permission de lui rendre visite à nouveau, car il trouvait que le voisinage lui convenait remarquablement bien et il prévoyait de prolonger son séjour à Thornfield de quelques semaines encore. Catherine accorda la permission avec une formalité égale, sachant même en prononçant les mots prudents qu'ils s'engageaient tous deux dans quelque chose de dangereux, que chaque visite les entraînerait plus profondément dans une situation impossible, mais incapables et peu disposés à se refuser, à lui comme à elle-même, cette connexion, et alors qu'Edmund partait et qu'elle regardait sa silhouette disparaître dans l'après-midi gris, elle comprit que quelle que soit la retenue qui avait gouverné leur relation auparavant, elle avait été irrévocablement rompue, et qu'il n'y aurait pas de retour à la distance sûre de la simple connaissance. La deuxième visite d'Edmund eut lieu 3 jours après la première, puis une autre suivie 4 jours plus tard, et en l'espace de 15 jours, un schéma s'était établi selon lequel il se présentait à Ashford Manor 2 fois par semaine, avec une régularité qui ne suggérait ni l'accident ni la simple courtoisie, et à chaque rencontre, la formalité prudente qui avait caractérisé leurs premières retrouvailles se dissolvait par degrés, jusqu'à ce qu'ils se missent à parler avec une aisance approchant celle de leur amitié d'enfance, bien que maintenant chaque conversation portât un courant sous-jacent de conscience qui n'avait jamais existé dans ces années innocentes. Ils prirent de l'habitude de se promener dans les jardins d'hiver lorsque le temps le permettait, Catherine enveloppée dans des fourrures contre le froid, tandis qu'Edmund ajustait sa plus grande foulée à la sienne, et ils parcouraient les sentiers durcis par le gel en parlant de livres et de philosophie, de souvenirs de leur jeunesse
et d'observation sur le monde, de tout et de rien, n'abordant jamais les sujets qui occupaient le plus leurs pensées, mais communiquant, en quelque sorte, des volumes, par ce qui restait non dit. Catherine observa, avec une certitude croissante, que quelque chose dans la contenance d'Edmond changeait lorsqu'il était en sa présence, comme s'il pouvait déposer un poids qu'il portait partout ailleurs. La tension quittait progressivement ses épaules au cours d'une visite. Les lignes autour de sa bouche s'adoucissaient. Et parfois, elle le surprenait à la regarder avec une expression de désir si sincère que son cœur se serrait douloureusement dans sa poitrine avant qu'il ne remarquât qu'elle l'avait remarqué et ne recomposât ses traits en une neutralité acceptable. Leurs conversations s'allongèrent et s'étendirent à des sujets de substance véritable plutôt qu'à de simples plaisanteries, et Catherine découvrit que l'Edmund qu'elle avait connu dans son enfance, réfléchi, doucement humoristique, profondément sensible sous son extérieur réservé, n'avait pas été perdu au profit du devoir et de la bienséance, mais simplement enterré, et en sa compagnie, ce véritable moi émergeait comme quelque chose de longtemps emprisonné, apercevant enfin la lumière. Il commença à parler plus librement de son insatisfaction face à sa vie, sans jamais mentionner explicitement Rosalinde ou les fiançailles qui le liaient encore techniquement, se référant plutôt à des obligations qui semblaient de plus en plus suffocantes et à des choix faits pour des raisons qui ne paraissaient plus suffisantes. Et Catherine comprit qu'il confessait autant que l'honneur le lui permettait, lui offrant des morceaux de vérité qu'elle devait assembler en un tout qu'il ne pouvait articuler directement. Le supplice de leur situation devint plus aigu à chaque visite. La proximité sans reconnaissance, l'amour qui existait en tout sauf en parole, l'impossibilité qu'ils comprenaient tous deux et qui séparait le savoir de l'avoir. Et pourtant aucun ne pouvait se résoudre à mettre fin aux visites ou à maintenir une distance appropriée, car ces heures ensemble étaient devenues aussi nécessaires que de respirer, un répit face à la douleur de leur situation, même si elles intensifiaient cette même douleur. Il y eut des moments d'une tension si exquise que Catherine pensa qu'elle pourrait en voler en éclats. Edmund tendant la main vers un livre sur l'étagère de la bibliothèque au même instant qu'elle, leurs mains se frôlant avant que tous deux ne se retirent comme s'ils s'étaient brûlés, ses doigts stabilisant brièvement son coude lorsqu'elle glissa sur un sentier verglacé, le contact ne durant que quelques secondes, mais semblant brûler à travers le tissu de son manteau. La façon dont leurs regards se croisaient et se maintenaient à travers le salon jusqu'à ce que l'un ou l'autre doive détourner les yeux ou risquer de trop en révéler. Thomas avait eu raison. Catherine le savait maintenant avec une certitude absolue. Les sentiments d'Edmund pour elle existaient et étaient profonds, peut-être aussi profonds que ses propres sentiments pour lui. Mais il était lié par l'honneur à une autre femme, piégé dans des fiançailles auxquelles il ne pouvait honorablement échapper. Et ainsi, il continuait cette danse prudente de proximité et de retenue, volant le bonheur qu'il pouvait de l'amitié tout en se refusant tout le reste, deux personnes s'aimant, à travers une distance de quelques pieds seulement, qui aurait aussi bien pu être un abîme infranchissable. La tempête arriva avec une violence surprenante un après-midi de mars, alors que le monde commençait à peine à laisser entrevoir le printemps. Le ciel s'assombrissant en un étain menaçant, et le vent se mettant soudain à hurler au coin du manoir, avec une férocité qui envoya les domestiques se précipiter pour sécuriser les volets, et amena la mère de Catherine à s'inquiéter pour les jardins. Et Catherine se tenait à la fenêtre du salon, regardant les premières grosses gouttes de pluie frapper la vitre, lorsqu'elle entendit l'agitation dans le hall d'entrée, et sut, avec un instinct qui dépassait la pensée rationnelle, que c'était Edmund, arrivant juste au moment où la tempête éclatait pour de bon. Et en effet, lorsqu'elle se détourna de la fenêtre, il était introduit par le majordome, son grand manteau assombri par la pluie et ses cheveux en désordre à cause du vent. S'excusant pour l'intrusion, mais expliquant qu'il avait été surpris entre deux domaines lorsque le temps avait tourné et qu'Ashford Manor
était l'abri le plus proche. La maisonnée fut rapidement occupée par les préparatifs de la tempête, son père dirigeant les valets pour vérifier les fuites, sa mère supervisant les préparatifs de la cuisine au cas où les routes deviendraient impraticables et que leur invité nécessiterait un hébergement pour la nuit, les domestiques se hâtant dans les couloirs pour diverses courses urgentes. Et dans ce chaos organisé, Catherine se retrouva seule avec Edmund dans la bibliothèque, l'intensité de la tempête augmentant jusqu'à ce que la pluie fouettât les fenêtres et que le tonnerre grondât au-dessus avec une violence qui semblait ébranler les fondations mêmes du manoir. Et le tumulte extérieur ressemblait à une manifestation physique de la turbulence émotionnelle qui s'était accumulée entre eux pendant des semaines, toute la retenue et la distance prudente étant soudain rendues absurdes par la puissance brute des éléments. L'agitation d'Edmund devint de plus en plus apparente à mesure que la tempête faisait rage. Il arpentait la pièce devant le feu plutôt que de s'asseoir, passait ses mains dans ses cheveux à plusieurs reprises, commençait des phrases et les abandonnait, son calme habituel se fracturant sous ses yeux. Et Catherine sentit son propre contrôle lui échapper, la tension qui s'était accumulée au cours de toutes ses visites prudentes devenant soudain insupportable. Et finalement, elle posa la question qui tranchait toute prétention. « Pourquoi venez-vous ici, Edmund ?» L'emploi de son prénom était en soi une rupture de la formalité qu'ils avaient maintenue, et il cessa d'arpenter la pièce et se tourna pour lui faire face, et elle vit dans son expression une angoisse si nue que son souffle se coupa, alors qu'il disait d'une voix rauque « Vous le savez, Catherine, que Dieu me vienne en aide, vous devez le savoir. » Son calme se fissurait comme de la glace sous la pression, et la confession émergea en fragments qu'il ne pouvait plus contenir. Ses fiançailles avaient été arrangées sous la pression des deux familles désireuses de l'alliance. Il avait accepté par devoir, et parce qu'il se croyait incapable d'inspirer des sentiments plus chaleureux à une femme, il s'était convaincu que l'affection pourrait naître du respect et de la compatibilité, même si son cœur n'était pas engagé. Et pendant tout ce temps, il avait été un lâche parce qu'il avait ressenti quelque chose pour elle, pour Catherine, depuis qu'ils n'étaient guère plus que des enfants. Mais il n'avait jamais cru ces sentiments réciproques, s'était jugé trop froid et trop lié par les obligations pour intéresser quelqu'un de sa chaleur et de sa vitalité. Et il avait donc fait ce qui était attendu et demandé la main d'une femme qu'il n'aimait pas, tandis que la femme qu'il aimait observait depuis l'autre bout d'une salle de bal. Et Catherine sentit la pièce tourner alors que la compréhension s'abattait sur elle avec la force du tonnerre au dehors, et elle murmura « Je me suis évanouie à cause de vous. » Edmund traversa l'espace qui les séparait en trois enjambées, ses mains se tendant vers les siennes et les saisissant avec une intensité qui aurait été déplacée en toute autre circonstance, et sa voix était rauque quand il dit « Oui, mon Dieu, oui, Catherine, quand je vous ai vu tomber, quand j'ai vu la couleur quitter votre visage et votre corps s'affaisser, à ce moment-là, j'ai compris avec une clarté parfaite et dévastatrice que j'avais commis l'erreur la plus catastrophique de ma vie, que j'avais été si absorbé par le fait de faire ce qui était attendu que j'avais trahi la seule vérité qui comptait. Et je vous aime depuis que nous n'étions guère plus que des enfants, depuis que vous aviez 16 ans, et que vous avez ri de quelque chose que j'ai dit dans le jardin de votre père, et que le son de ce rire m'a frappé comme un coup physique. Et je vous ai aimé à travers chaque saison depuis lors, à travers chaque bal et dîner et rencontre fortuite, mais je me suis convaincu que vous ne pourriez jamais me considérer comme autre chose qu'un ennuyeux esclave du devoir, trop sérieux et trop froid pour quelqu'un de votre vitalité. Et j'ai donc accepté le parti que ma famille me pressait de prendre, parce que je me croyais incapable d'inspirer des sentiments plus chaleureux à une femme de sens, et certainement pas à vous. Mais quand vous vous êtes évanoui, j'ai vu mon avenir s'étirer devant moi avec une clarté horrible. Des années liées à une femme que je n'aimais pas,
tandis que la femme que j'aimais de chaque fibre de mon être m'échappait pour toujours, et je suis dans l'agonie depuis ce moment, piégé par mon propre honneur stupide dans des fiançailles que je n'aurais jamais dû contracter. Catherine sentit des larmes couler sur son visage, alors que sa propre confession émergeait dans un torrent qu'elle ne pouvait plus contenir, lui disant qu'elle l'aimait depuis tout aussi longtemps, qu'elle avait chéri chaque conversation et amassé chaque regard comme des pièces précieuses, qu'elle avait assisté à son bal de fiançailles avec la ferme intention d'être témoin de son bonheur avec grâce, puis de se retirer pour soigner son cœur brisé en privé, mais que le voir annoncer ses fiançailles à une autre avait été plus que son corps ne pouvait supporter, et que la conscience l'avait simplement fui, et elle avait passé ces mois à croire qu'il ne la voyait que comme une présence familière de l'enfance, alors que pendant tout ce temps, il portait la même douleur secrète qu'elle abritait. Il se tenait dans la bibliothèque assombrie par la tempête, les mains jointes, et des années de malentendus s'effondrant entre eux, et la reconnaissance de leur aveuglement mutuel était presque aussi douloureuse que la perte originelle, car il voyait maintenant combien de temps avait été perdu en silence et en supposition, combien de souffrances auraient pu être évitées par un seul moment de courage. Mais alors l'expression d'Edmond passa de la joie à l'angoisse quand il dit « Mais Catherine, je suis toujours lié par l'honneur. J'ai offert le mariage à Lady Rosaline devant témoins. Nos familles ont annoncé les fiançailles. Je ne peux pas simplement me retirer sans motif, quels que soient mes sentiments. Et je ne la déshonorerai pas, ni ne la soumettrai au scandale simplement parce que j'ai été assez sot pour la demander en mariage alors que mon cœur appartenait ailleurs. » Catherine sentit l'espoir qui s'était construit se briser comme du verre, comprenant qu'il avait raison, qu'il n'y avait pas de chemin honorable vers l'avant même s'ils avaient enfin dit la vérité, et elle dit à travers ses larmes « Alors nous nous sommes trouvés seulement pour nous perdre à nouveau, et peut-être est-ce ce que nous méritons pour nos années de lâcheté. » Mais Edmond la rapprocha et dit désespérément « Je mérite ce sort, mais vous méritez tout le bonheur, et je trouverai un moyen, Catherine. Je vous jure que je trouverai un moyen honorable d'avancer, même si je ne vois pas encore lequel. » Et puis il l'embrassait avec tout le désir accumulé des années, et elle lui rendait son baiser, et c'était désespéré et doux amer, et avait le goût des larmes et de l'impossibilité, un unique moment volé de ce qui aurait pu être avant que l'honneur et le devoir ne les réclamassent tous les deux. Et quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent le front contre le front, tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, et que leur propre cœur faisait rage à l'intérieur, s'aimant complètement, et croyant que cet amour devait rester à jamais inaccompli. Edmund quitta Ashford Manor le lendemain matin, après que la tempête fut passée, le monde lavé et d'une clarté douloureuse sous un ciel pâle, et Catherine se tint à sa fenêtre, regardant sa silhouette disparaître le long de l'allée, avec la sensation que son cœur était arraché de sa poitrine par une laisse qui s'étirait, mais ne rompait pas, car bien qu'ils eussent reconnu l'impossibilité de leur situation, elle portait maintenant la connaissance que son amour était partagé, qu'elle n'avait pas souffert seule toutes ces années, et cette connaissance était à la fois baume et torture, apaisant une douleur tout en infligeant une autre peut-être plus aiguë. Les semaines qui suivirent furent un tourment particulier d'attente, sans savoir ce qu'elle attendait, les jours passant avec une lenteur angoissante, tandis qu'elle existait dans un état d'animation suspendue, incapable d'avancer ou de reculer, prise entre le désespoir et l'espoir, dans des proportions qui changeaient d'heure en heure, et elle se surprit à revisiter ce baiser dans la bibliothèque avec une fréquence qui frisait l'obsession, le souvenir de sa bouche sur la sienne, de ses mains dans ses cheveux, le goût des larmes et de la pluie, et des années de désir enfin exprimés, et elle se demanda si ce seul moment volé devrait la soutenir toute une vie en son absence. Sa mère vint dans sa chambre un soir, 15 jours après le départ d'Edmund, et s'assit à côté d'elle sur le lit, avec cette sorte de détermination douce
qui indiquait qu'elle ne se laisserait pas détourner, et après un long silence, elle dit doucement « Je connais tes sentiments pour le duc depuis un certain temps, Catherine, tout comme j'ai observé ses visites ici et la manière dont il te regarde, et je ne suis pas si vieille que j'ai oublié ce que c'est que d'aimer sans espoir d'accomplissement. » Et Catherine sentit des larmes couler sur ses joues, tandis que sa mère continuait. « Les cœurs honorables souffrent souvent le plus, ma chère, parce qu'ils se lient à des principes même lorsque ces principes causent une grande douleur, mais l'honneur doit parfois céder à la vérité, car il n'y a aucune vertu à maintenir un engagement qui apportera le malheur à toutes les parties concernées, et je crois que le duc est un homme d'une intégrité suffisante pour chercher une résolution honorable, même si le chemin n'est pas immédiatement clair. Catherine voulait désespérément croire aux paroles de sa mère, mais craignait de laisser trop de place à l'espoir, de peur qu'il ne conduisît qu'à une plus grande déception. Et elle dit à travers ses larmes « Mais quelle résolution est possible alors qu'il a donné sa parole devant Dieu et la société ?» Et sa mère répondit « Cela, je ne saurais le dire, mais je sais qu'un amour tel que le vôtre n'est pas commun, et quand il existe, il ne doit pas être facilement abandonné aux circonstances. » Des nouvelles arrivèrent par l'intermédiaire de Thomas Blackwood, 3 semaines après la tempête, livrées dans une brève note qui fit battre le cœur de Catherine, alors même qu'elle se forçait à lire les mots lentement. Edmund s'était rendu à Bath pour parler avec Lady Rosalind et sa famille de questions importantes, l'issue encore inconnue. Mais Thomas pensait que Catherine devait savoir qu'Edmund avait quitté Londres avec une expression de détermination sombre, et le commentaire qu'il reviendrait libre ou ne reviendrait pas du tout. Catherine lut la note jusqu'à ce qu'elle en eût mémorisé chaque mot, et l'attente angoissée commença pour de bon, les jours s'étirant en semaines sans autre communication, et elle se trouva incapable de se consacrer à une occupation plus de quelques minutes à la fois, sursautant à chaque bruit de sabots sur l'allée et vérifiant obsessionnellement une correspondance qui n'arrivait pas. Le printemps arriva à Ashford Manor avec une beauté presque offensante, les jardins éclatant de fleurs, comme pour se moquer de sa désolation intérieure, les jonquilles et les tulipes peignant le domaine de couleurs joyeuses, tandis qu'elle marchait parmi eux. Se sentant comme un fantôme hantant des scènes de bonheur passé, et elle pensa amèrement que le monde n'avait aucun droit à un tel renouveau alors que sa propre vie restait gelée dans l'emprise de l'hiver. Elle alternait entre des moments de croyance féroce. Edmund trouverait un moyen, il lui avait promis qu'il trouverait un moyen, et elle devait faire confiance à son honneur et à sa détermination, et des périodes de résignation noire où elle se convainquait que le devoir finirait par le réclamer, qu'il déciderait qu'il ne pouvait en bonne conscience rompre ses fiançailles, quels que fussent ses sentiments, qu'elle passerait le reste de sa vie à savoir qu'il l'aimait, tandis qu'il passerait la sienne liée à une autre femme, et qu'ils survivraient tous les deux, mais ne vivraient jamais vraiment, accomplissant les gestes de leurs existences séparées, tandis que leur cœur resterait à jamais enfermé dans cette bibliothèque assombrie par la tempête, dans un moment qui ne pourrait jamais être retrouvé. 2 années passèrent avec une étrange compression du temps, les saisons se succédant jusqu'à ce que Catherine put à peine croire combien de temps s'était écoulé depuis cette tempête de mars où Edmund l'avait embrassée dans la bibliothèque, puis avait disparu de sa vie, et elle était restée en grande partie à Ashford Manor pendant ces années, ne s'aventurant qu'occasionnellement pour rendre visite à des parents ou assister à de petites réunions locales, car bien que son scandale se fût estompé de la mémoire immédiate, elle n'avait aucun désir de se replonger dans la société qui avait été témoin de son humiliation, et en vérité, elle n'avait pas le cœur à la gaieté ou à la cour, portant toujours la douleur de l'absence d'Edmund, même si elle se disait qu'elle avait fait la paix avec leur situation impossible. Les rapports qui lui parvenaient par la correspondance et les visiteurs occasionnels
brossait un tableau confus. Edmund s'était en effet rendu à Bath 2 ans auparavant. Ses fiançailles avec Lady Rosalind avaient été dissoutes d'un commun accord. Les familles avaient géré le scandale avec une discrétion remarquable, en attribuant la séparation à une incompatibilité découverte pendant la maladie de Lady Rosalind, et Edmund s'était retiré sur ses terres et avait été rarement vu dans la société londonienne depuis, se conduisant avec une bienséance si glaciale que même les commères avaient fini par perdre tout intérêt à spéculer sur ses sentiments privés. Et Catherine comprit de ces fragments qu'il s'était libéré de son obligation, mais n'était pas, comme elle l'avait désespérément espéré pendant ces premiers mois angoissants, venue la réclamer, et peu à peu, elle construisit un récit qui apportait une sorte de conclusion douloureuse. Edmund s'était libéré d'un engagement pris à la hâte, mais avait perdu le courage de poursuivre une autre liaison. Ou peut-être avait-il décidé, après réflexion, que ses sentiments pour elle n'avaient été que le produit de la proximité et d'une émotion exacerbée par la tempête, ou peut-être, et cette pensée était la plus tranchante, avait-il conclu qu'elle méritait mieux qu'un homme qui avait été assez sot pour presque épouser la mauvaise femme et qui portait la tache de fiançailles rompues, quelles que fussent les circonstances. Elle avait atteint, au printemps de sa 27e année, une sorte de mélancolie paisible, ses journées ordonnées et utiles sinon joyeuses, son cœur n'étant plus à vif bien que marqué à jamais, et elle avait pris la décision de retourner enfin à Londres pour la saison, encouragée par sa mère qui suggérait doucement que la vie ne pouvait être vécue en suspens pour toujours, que Catherine était encore jeune et pourrait encore trouver le bonheur si seulement elle s'autorisait à le chercher, bien que Catherine ne se fît aucune illusion sur le fait qu'elle aimerait un autre comme elle avait aimé Edmund, car cette capacité semblait avoir été entièrement dépensée pour un homme qui l'avait embrassée une fois avec une passion désespérée, puis avait disparu dans le silence, ne lui laissant que des souvenirs qui devenaient plus flous à chaque mois qui passait. Au point qu'elle se demandait parfois si elle avait imaginé toute cette confession dans la bibliothèque assombrie par la tempête, si peut-être elle avait construit un fantasme à partir de mots ambigus et d'un unique baiser qui avait signifié bien plus pour elle que pour lui. Et c'est ainsi qu'elle se prépara à retourner à Londres avec résignation plutôt qu'anticipation, résolue à avancer dans sa vie, même si avancer ne signifiait que faire des gestes sans véritable espoir, croyant qu'Edmund avait oublié leur confession ou décidé qu'il valait mieux les laisser non reconnus, n'imaginant jamais que son acceptation si soigneusement construite était sur le point d'être brisée aussi complètement que son cœur l'avait été 2 ans auparavant. L'arrivée de Catherine à Londres eut lieu un après-midi de fin avril. Alors que la ville était prise entre la pluie de printemps et un soleil incertain, les rues brillant d'humidité et l'air portant ce mélange particulier de fumée de charbon et d'arbres en fleurs qu'elle avait presque oublié pendant son exil à la campagne, et tandis que leurs voitures cahotaient à travers des rues de plus en plus familières, elle ressentit une étrange dualité de sensations, comme si elle était à la fois la femme qui était partie dans l'humiliation 2 ans auparavant, et quelqu'un de totalement différent, transformé par le temps et la souffrance, en une créature de plus grande maîtrise de soi, bien que considérablement moins pleine d'espoir. Et lorsqu'elles atteignirent enfin l'hôtel particulier que sa mère avait loué pour la saison, elle se tint sur le trottoir, regardant la façade élégante avec la pensée singulière qu'elle retournait volontairement sur les lieux de sa plus grande mortification, se plaçant délibérément une fois de plus dans l'arène où elle avait été si complètement vaincue, bien qu'elle se dît fermement que défaite était peut-être un mot trop fort pour ce qui s'était passé, car elle avait appris au cours des années intermédiaires qu'il y avait une sorte de victoire dans la survie, dans le fait de continuer à respirer et à traverser ces journées, même lorsque le cœur avait été irrémédiablement endommagé. La réaction de la société à sa réapparition se manifesta précisément de la manière qu'elle avait anticipée. Des regards curieux
qui duraient une fraction de seconde de trop, des conversations chuchotées qui cessaient brusquement à son approche. Une certaine qualité spéculative dans les salutations qu'elle recevait lors des visites de l'après-midi et des rencontres fortuites dans les magasins, comme si les dames et messieurs assemblés tentaient de discerner si Lady Catherine Ashford était revenue à Londres à la recherche d'un mari, ou simplement pour démontrer qu'elle s'était remise de l'affliction qui avait causé son effondrement spectaculaire au bal de fiançailles du duc de Hartwell. Et elle accueillit ces attentions avec un calme qu'elle avait soigneusement cultivé, se tenant avec une dignité tranquille et refusant de trahir par la parole ou l'expression qu'elle ressentait le moindre malaise à être une fois de plus le sujet des ragots, car elle avait appris que la dignité était une sorte d'armure, peut-être la seule armure disponible pour les femmes de sa position. Et si ses sourires n'atteignaient pas tout à fait ses yeux, elle faisait confiance à la plupart des observateurs pour attribuer cela à une réserve naturelle plutôt qu'à un profond chagrin d'amour. Le bal au domaine des Worthington eut lieu une semaine après son arrivée, et elle s'y habilla avec un soin méticuleux, choisissant une robe de soie saphir profond qui faisait ressortir la couleur de ses yeux et acceptant l'aide de sa femme de chambre pour sa coiffure, sans l'agitation nerveuse qui avait caractérisé ses préparatifs les années passées, car elle n'entretenait plus aucune attente que la soirée apporterait autre chose qu'une occasion de démontrer sa capacité à naviguer dans les attentes de la société avec grâce, et lorsqu'elle entra dans la salle de bal scintillante au bras de son père, elle ne ressentit presque rien, ni l'anxiété oppressante de son dernier bal à Londres, ni même la mélancolie qu'elle avait anticipée, simplement une sorte d'engourdissement qu'elle supposait être ce qui passait pour la paix quand on avait accepté que certaines portes s'étaient fermées pour toujours. Elle était engagée dans une conversation avec Lady Melbourne sur une initiative caritative depuis peut-être un quart d'heure, son attention n'étant que partiellement présente, alors qu'elle donnait des réponses appropriées, tandis que son esprit se demandait si elle pourrait raisonnablement s'excuser tôt sans offenser, quand un subtil changement dans l'atmosphère la fit regarder vers l'autre côté de la salle de bal, et là, debout à côté d'une colonne de marbre, avec un verre de vin à la main, semblant s'être matérialisé de ses rêves les plus persistants, se trouvait Edmund, et leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée avec un impact qui lui coupa le souffle et envoya son cœur dans un rythme si violent qu'elle craignit qu'il ne fût visible à travers sa robe, et elle observa, avec une sorte de fascination paralysée, son expression se transformer de la neutralité soignée à quelque chose de brut et de sincère, alors qu'il posait son verre avec des mains qui tremblaient visiblement, même à cette distance, alors qu'il commençait à se diriger vers elle à travers la foule, avec un but évident et un mépris total pour les conversations qu'il interrompait ou les regards surpris qui suivaient sa progression. Son regard ne quittant jamais son visage, comme s'il craignait qu'elle ne disparût, s'il regardait ailleurs, ne serait-ce qu'un instant, et Catherine resta figée sur place, la voix de Lady Melbourne s'estompant en un son insignifiant dans ses oreilles, alors qu'Edmund se rapprochait, fendant les invités assemblés comme un navire fendant l'eau, et elle eut juste assez de présence d'esprit pour penser avec une sorte de confusion désespérée qu'elle n'était pas prête pour cette rencontre, qu'elle avait construit sa paix fragile sur l'hypothèse qu'elle n'aurait plus jamais à affronter l'homme qui l'avait embrassée avec une passion désespérée, puis avait disparu dans 2 années de silence. Mais prête ou non, il était presque sur elle maintenant, et il n'y avait nulle part où se retirer, et aucune défense contre l'espoir qui montait dans sa poitrine comme un phénix renaissant de cendres qu'elle croyait froide depuis longtemps. Edmund arriva à ses côtés, et le monde se contracta à l'espace entre eux, la voix de Lady Melbourne s'éteignant, alors que la dame plus âgée se retirait avec tact, laissant Catherine seule face à l'homme qui avait tenté 2 années de nuit sans sommeil, et ses premiers mots furent bas et intenses, destinés à ses seules oreilles, bien qu'elle les entendît aussi clairement
que s'il les avait criées à travers la salle de bal. Je ne l'ai jamais épousée. Et Catherine sentit le sol vaciller sous ses pieds, sentit quelque chose se fissurer dans les murs soigneusement construits autour de son cœur, et elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Son esprit luttant pour traiter la signification de ces 4 mots, tandis que son corps oscillait légèrement comme si elle pouvait s'évanouir à nouveau, pouvait compléter la symétrie en s'effondrant à ses pieds une seconde fois, mais la main d'Edmund se tendit pour stabiliser son coude avec un contact qui brûla à travers la soie de son gant, et il dit avec urgence « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû. Catherine, pourrions-nous parler en privé? J'ai beaucoup à expliquer, et je ne peux le faire ici, avec la moitié de Londres qui nous regarde. » Et elle réussit un hochement de tête saccadé, sa voix revenant dans un murmure. La terrasse, par ses portes. Et il lui offrit son bras, avec une courtoisie si désespérée qu'elle faillit rire de l'absurdité de la bienséance observée dans ce moment de chaos émotionnel complet. Mais elle posa sa main sur sa manche et le laissa la guider à travers la foule vers les portes-fenêtres qui s'ouvraient sur la terrasse des Worthington, sentant le poids d'une centaine de regards curieux suivre leur progression et ne s'en souciant pas du tout, parce qu'Edmund avait dit qu'il ne l'avait jamais épousée. Et cette seule déclaration avait brisé toutes les suppositions que Catherine avait construites pendant 24 mois de silence. La terrasse était heureusement vide, l'air frais de la nuit, un soulagement après la salle de bal surchauffée, et la musique et la conversation s'estompèrent en une toile de fond assourdie, tandis qu'Edmund la conduisait à l'angle le plus éloigné, où les ombres des taupières en pôte offraient l'illusion de l'intimité. Et il relâcha son bras et se tourna pour lui faire face. Ses mains se crispant à ses côtés, comme s'il voulait la prendre, mais n'osait pas, et Catherine retrouva enfin sa voix. « Vous ne l'avez jamais épousée, je sais. Les rapports disaient que vos fiançailles avaient été rompues, mais Edmund, c'était il y a 2 ans, et je n'ai eu aucune nouvelle de vous pendant tout ce temps, et je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela maintenant, pourquoi vous êtes ici, ce que vous... » Et ces mots se bousculèrent dans un flot de confusion et d'espoir soigneusement réprimés, jusqu'à ce qu'Edmund l'interrompit. « Je suis allé à Bath. Il y a 2 ans, après avoir quitté Ashford Manor, après cette tempête, après vous avoir embrassé et tout avoué comme un fou, je suis allé directement à Bath et j'ai dit la vérité à Lady Rosalind, que j'en aimais une autre, que j'avais fait une terrible erreur en la demandant en mariage, que je ne pouvais pas en bonne conscience procéder à un mariage alors que mon cœur appartenait ailleurs. Et le souffle de Catherine se coupa parce qu'il l'avait dit si clairement, en aimait une autre, son cœur appartenait ailleurs. Et Edmund continua, les mots s'échappant de lui comme si un barrage avait cédé. Et Catherine, elle a été extraordinaire à ce sujet. Elle a dit qu'elle avait senti ma réticence depuis le début, et elle a avoué qu'elle s'était attachée à un officier de marine, un capitaine Reynolds, que sa famille considérait comme indigne de son rang, et qu'elle avait accepté nos fiançailles parce que ses parents le souhaitaient, et parce qu'elle croyait ne pas pouvoir avoir l'homme qu'elle voulait vraiment, et ainsi nous nous sommes libérés l'un l'autre. Nous avons mis fin aux fiançailles d'un commun accord, et les familles ont géré le scandale en l'attribuant à une incompatibilité découverte pendant sa maladie. Et j'ai pensé, que Dieu me pardonne, j'ai pensé que je viendrais à vous immédiatement, que je retournerais directement à Ashford Manor pour vous dire que j'étais libre et vous supplier de m'épouser. Mais Catherine, j'étais un désastre. J'étais un homme qui avait rompu des fiançailles, quelles que fussent les circonstances. J'avais des obligations à régler, une réputation à gérer et une vie à réorganiser. Et je me suis dit que je devais mettre mes affaires en ordre avant d'avoir le droit de réclamer vos affections. Je devais être digne de vous approcher. Et les semaines sont devenues des mois, et je me suis convaincu que vous seriez passé à autre chose. Que vous auriez réalisé pendant mon absence que je ne valais pas votre considération,
qu'un homme qui avait été assez sot pour presque épouser la mauvaise femme et qui avait causé un tel scandale n'était pas un mari convenable pour quelqu'un de votre grâce et de votre bonté. Et donc je suis resté à l'écart. Et j'ai été le plus grand lâche qui ait jamais vécu. Et je n'ai aucun droit de me tenir devant vous maintenant, sauf que je vous ai vu à travers cette salle de bal, et j'ai su que je ne pouvais pas laisser passer un autre jour sans vous dire que je ne l'ai jamais épousé, parce que je ne pouvais épouser personne qui ne fût pas vous. Catherine resta parfaitement immobile, tandis que sa confession déferlait sur elle, 24 mois de silence, expliqués dans un torrent de mots. Et elle sentit la colère, le soulagement, la joie et une douleur résiduelle se battre dans sa poitrine, et elle dit avec un calme qui la surprit: « Vous êtes resté à l'écart pendant 2 ans parce que vous vous jugiez indigne? Vous m'avez laissé avec rien d'autre que des souvenirs d'un baiser, d'une confession, et 2 ans de silence, parce que vous mettiez vos affaires en ordre. » Et Edmond tressaillit à la dévastation tranquille de sa voix. « Catherine, je sais que je vous ai blessée de manière impardonnable, je sais que j'aurais dû écrire, aurais dû envoyer un mot, aurais dû avoir confiance que vous. » Mais elle l'interrompit. « Croyez-vous vraiment que je vous jugerais pour avoir mis fin à des fiançailles qui vous auraient rendus tous les deux malheureux? Faisiez-vous si peu de cas de ma compréhension? » Et il secoua la tête misérablement. « Je faisais tout cas de votre compréhension. Je vous pensais trop bonne pour un homme qui avait fait un tel gâchis de sa vie. » Et Catherine sentit des larmes lui piquer les yeux, parce que même en son absence, même dans sa noblesse mal avisée, il avait pensé à elle, la protégeant à sa manière brisée, et elle murmura: « Je pensais que vous m'aviez oublié, je pensais que nos confessions ne signifiaient rien pour vous, je pensais. » Mais maintenant Edmond tendit la main vers elle, ses mains saisissant les siennes avec une urgence désespérée. « Vous oubliez? Catherine, vous avez été la seule pensée dans ma tête pendant 2 ans, la seule raison pour laquelle j'ai continué à travers chaque journée insensée. Je suis resté à l'écart parce que je suis un idiot, mais jamais, jamais parce que je vous ai oublié ou que j'ai cessé de vous aimer. » Et voilà encore ce mot, aimer. Et Catherine leva les yeux vers son visage et y vit une émotion si brute que sa colère se dissolut en quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait dangereusement au pardon, à l'espoir, au début de la confiance reconstruite sur des ruines. Les mains d'Edmond tenaient toujours les siennes avec une urgence désespérée alors qu'il disait, la voix rauque d'émotion: « Catherine, je sais que j'ai perdu tout droit à votre confiance. Je sais que 2 années de silence ne peuvent être facilement pardonnées, mais je vous demande, si vous pouvez trouver dans votre cœur de m'accorder une chance, me permettriez-vous de vous courtiser comme il se doit? De prouver par des actions constantes plutôt que par des confessions sporadiques que mes sentiments sont constants et vrais? » Et Catherine sentit la question résonner à travers tout son être, sentit le poids de ce qu'il demandait et ce qu'elle risquait en acceptant, car son cœur avait été brisé une fois par son absence, et il n'y avait aucune garantie que cette fois-ci se terminerait différemment. Mais en regardant son visage et en y voyant la vulnérabilité, la peur sincère qu'elle le refuse, elle découvrit qu'elle ne pouvait lui refuser, ni à elle-même, cette possibilité. Et ainsi elle murmura: « Oui, Edmond, vous pouvez me courtiser, bien que j'avoue avoir peur d'espérer à nouveau. » Et le soulagement qui inonda son expression fut si profond qu'elle sentit ses propres yeux s'emplir de larmes. Et il porta ses mains à ses lèvres et les baisa avec une révérence qui ressemblait à un vœu. Et ainsi commença ce que la société appellerait plus tard la cour la plus romantique de la saison, bien qu'en vérité la romance fut tempérée pour Catherine par une prudence nécessaire, par les gardes internes qu'elle maintenait autour de son cœur, même en laissant Edmond revenir dans sa vie. Les semaines qui suivirent prirent une qualité de reconstruction soignée, de 2 personnes
apprenant à faire confiance à ce qu'elles avaient presque perdu. Et Edmund se montra dévoué à la tâche, avec une constance qui commença lentement à éroder les murs protecteurs de Catherine, car il lui rendait visite chaque jour que la bienséance le permettait, apparaissait à chaque événement social auquel elle assistait, organisait des visites au théâtre et des promenades en calèche l'après-midi à travers Hyde Park avec sa mère ou sa sœur comme chaperon, se conduisait avec une dévotion si évidente que les commères de la société trouvaient une fascination sans fin dans ce développement, chuchotant derrière leurs éventails à propos du duc de Hartwell qui avait failli épouser l'incomparable Lady Rosalind Pemberton, mais qui poursuivait maintenant avec une détermination acharnée. Lady Catherine Ashford, qui s'était évanouie à son bal de fiançailles, et les spéculations allaient de bon train sur ce qui s'était passé entre eux, s'il y avait eu un accord secret depuis le début, si l'effondrement de Catherine avait été le résultat d'une passion dissimulée plutôt que d'une simple faiblesse physique. Et Catherine découvrit qu'elle se moquait des histoires que la société construisait parce que la vérité était compliquée et précieuse et n'appartenait qu'à elle et à Edmund, et progressivement, à travers de petits moments et gestes accumulés, elle commença à croire que peut-être cette fois serait différente, que peut-être son amour était aussi durable qu'il le prétendait. Leurs conversations durant ces semaines révélèrent comment tous deux avaient été transformés par leur séparation, car Edmund parla de l'isolement qu'il avait ressenti pendant ses fiançailles avec Rosalind, du sentiment de marcher en somnambule dans une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre, et comment la fin de ses fiançailles l'avait obligé à examiner ce que le devoir signifiait vraiment. Si l'honneur était servi en maintenant des engagements qui apporteraient le malheur à tous les intéressés, ou s'il y avait un honneur supérieur à reconnaître des vérités difficiles, et Catherine écouta et comprit qu'il était passé de l'homme qui avait demandé Rosalind en mariage par pression familiale à quelqu'un capable de choisir sa propre voie indépendamment des attentes des autres, tandis qu'elle-même avait appris pendant son exil à la campagne qu'elle possédait des réserves de force dont elle ignorait l'existence, qu'elle pouvait survivre à un chagrin d'amour et en ressortir avec son moi essentiel intact. Et ces révélations les rapprochèrent non pas comme les amis d'enfance qu'ils avaient été, mais comme des adultes qui avaient gagné leur amour par la souffrance et la connaissance de soi. Et quand Edmund tendit la main vers la sienne lors d'une promenade dans le parc, et qu'elle le laissa la prendre, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne même à travers leurs gants, cela sembla un choix conscient, plutôt qu'une simple reddition au sentiment, et cela le rendit plus précieux que n'aurait pu l'être une passion irréfléchie, et lentement, prudemment, Catherine s'autorisa à espérer que l'histoire qui avait commencé par son effondrement et s'était poursuivie à travers des années de douleur pourrait encore avoir la fin que son cœur avait toujours voulu, mais avait appris à ne pas attendre. Edmund arriva à Ashford Manor un soir de plein été, lorsque l'air était chaud et lourd du parfum des roses en fleurs. Et le père de Catherine l'avait reçu dans son bureau une heure plus tôt pour accorder la permission formelle pour ce que les deux hommes savaient être à venir. Et maintenant Catherine se tenait dans sa chambre pendant que sa femme de chambre fermait les derniers boutons de perles d'une robe de soie rose pâle qui faisait resplendir sa peau dans la lumière dorée qui filtrait par les fenêtres, et sa mère entra, les yeux déjà brillants de larmes de joie non versées, touchant la joue de Catherine avec une telle tendresse que Catherine sentit ses propres émotions monter dangereusement à la surface, et sa mère murmura « Il t'attend dans le jardin, ma chérie, et je n'ai jamais vu un homme avoir l'air qu'il a ce soir, comme s'il était sur le point de recevoir tout ce qu'il a toujours voulu. » Et Catherine descendit les escaliers, le cœur battant si fort qu'elle pensa que tout le monde dans la maison devait l'entendre, et elle passa les portes-fenêtres pour arriver sur la terrasse où le soleil du soir peignait tout en nuances d'ambre et d'or. Et là, dans la roseraie, qui avait été la fierté de sa mère pendant 30 ans, se tenait Edmund, habillé formellement en habit de soirée sombre, qui lui donnait l'allure du duc qu'il était. Mais son visage, alors qu'il se tournait vers elle,
ne portait aucune trace de réserve aristocratique, seulement une émotion si brute et profonde que Catherine sentit des larmes lui piquer les yeux avant qu'un mot n'eût été prononcé. Il vint à elle, lui offrit son bras et la conduisit plus profondément dans le jardin où les rosiers grimpaient sur des treillages et se déversaient sur des murs de pierre en cascades de roses, de blanc et du rouge le plus profond, leur parfum enivrant dans l'air chaud, et il la mena à une petite clairière où une table avait été dressée avec du linge, du cristal et de l'argenterie, et des bougies attendaient d'être allumées bien que le soleil ne fût pas encore couché. Et il se tourna pour lui faire face et prit ses deux mains dans les siennes. Et Catherine pensa, c'est le moment, c'est maintenant que tout change. Et Edmund commença à parler, sa voix stable mais empreinte d'émotion. Catherine, j'ai répété ces mots 1000 fois, et pourtant, maintenant que vous êtes devant moi, je trouve toute mon éloquence exercée inadéquate. Car comment un homme peut-il exprimer en simples mots ce que vous êtes devenu pour moi? Et il marqua une pause, ses pouces caressant ses jointures dans un geste distrait qui lui coupa le souffle. Et il continua. Nous nous connaissons depuis l'enfance, et j'ai été assez sot pour croire que la familiarité signifiait que je vous comprenais, que je connaissais la mesure de ce que nous pouvions être l'un pour l'autre, et j'ai failli détruire nos deux vies par mon aveuglement et ma lâcheté. Et Catherine, j'ai perdu des années que nous aurions pu passer ensemble, parce que j'ai choisi le devoir plutôt que la vérité et la bienséance plutôt que l'amour. Et quand j'ai enfin compris ce que j'avais fait, quand je vous ai vu vous effondrer à ce bal, et que j'ai su avec une certitude dévastatrice que j'avais brisé votre cœur, aussi sûrement que j'avais brisé le mien, il était presque trop tard. Je m'étais lié par l'honneur à une femme que je n'aimais pas, tandis que la femme que j'aimais plus que tout au monde se croyait rien pour moi. Et les larmes de Catherine coulèrent maintenant, ruisselant sur ses joues sans contrôle, et Edmund lâcha une de ses mains pour essuyer les larmes avec une douceur infinie, et il dit « Mais on nous a donné une seconde chance, une miséricorde imméritée, et je ne la gâcherai pas par l'hésitation ou une fausse noblesse. Et donc je vous le demande maintenant, Catherine Ashford, si vous me ferez le très grand honneur de devenir ma femme, de me permettre de passer le reste de ma vie à prouver que mon amour est digne du vôtre, de construire avec moi la vie que nous aurions dû avoir depuis le début. » Et il s'agenouilla là, parmi les roses, tenant toujours sa main, et Catherine retrouva enfin sa voix. Épaisse de larmes mais claire dans sa certitude. « Oui, Edmond, oui, je vous épouserai. » Et il se releva d'un bond, la prit dans ses bras et l'embrassa avec une joie et une passion qui n'avaient rien de la tristesse désespérée de ce baiser dans la tempête des années auparavant, ce baiser ayant plutôt le goût de la promesse, de l'avenir et de tout le bien qu'ils construiraient ensemble. Et quand ils se séparèrent enfin, tous deux riaient et pleuraient à la fois. Et Edmund sortit une bague, celle de sa grand-mère, lui dit-il. Des émeraudes et des diamants qui captaient la lumière du couchant et brillaient à son doigt comme une bénédiction. Et ils restèrent ensemble dans le jardin, tandis que le soleil descendait plus bas et que les bougies étaient allumées par des mains invisibles, et que ses parents sortaient pour offrir des félicitations larmoyantes, et que son père serrait la main d'Edmund avec une telle chaleur que Catherine sut qu'il avait depuis longtemps pardonné les années de douleur que sa fille avait endurées, et alors que l'obscurité totale tombait et que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus, Catherine s'appuya contre l'épaule d'Edmund et sentit pour la première fois depuis des années que tout était exactement comme il se devait, que toutes les souffrances et l'attente avaient mené à ce moment de justesse parfaite, et elle sut avec une certitude absolue que la vie qui s'étendait devant eux serait tout ce dont ils avaient rêvé, et plus encore, bâtie sur des fondations de compréhension durement acquises, et d'un amour qui avait survécu à toutes les épreuves, pour en ressortir plus fort et plus vrai que l'un ou l'autre n'avait osé l'espérer. Le mariage eut lieu par une fraîche matinée d'automne,
lorsque les feuilles avaient viré à l'or et au cramoisi, et que l'air avait cette clarté particulière qui n'appartient qu'à octobre, et la petite chapelle sur le domaine d'Ashford était parée de guirlandes de roses tardives et de lierres rampants, ces pierres anciennes réchauffées par un pâle soleil qui filtrait à travers les vitraux et peignait l'intérieur de couleurs de joyaux. Et Catherine se tenait dans sa chambre pendant que sa mère et Éléanore fermaient les derniers boutons de perles de sa robe de soie ivoire recouverte d'une dentelle délicate qui avait appartenu à sa grand-mère, son voile maintenu en place par un diadème qu'Edmund avait envoyé avec une note disant qu'il avait été celui de sa mère et qu'il ne pouvait imaginer personne de plus digne de le porter. Et lorsque Catherine se regarda dans le miroir, elle ne vit pas la jeune fille qui s'était effondrée à ce terrible bal, mais une femme qui avait survécu à un chagrin d'amour et en était sortie avec sa grâce intacte. Et son père vint l'escorter à la chapelle, les larmes aux yeux qu'il tentait vaillamment de cacher. Et tandis qu'il parcourait le court sentier à travers les jardins où elle avait joué enfant, elle sentit la justesse de ce moment s'installer jusqu'au plus profond d'elle-même, le sentiment que chaque étape douloureuse du voyage avait mené précisément ici. Et puis elle fut à la porte de la chapelle, et la musique s'éleva, et elle entra pour voir Edmund debout à l'autel, en habit de cérémonie sombre, qui le rendait incroyablement beau. Mais ce fut son visage qui lui coupa le souffle, car il la regardait s'approcher avec une émotion si transparente qu'elle sentit les larmes menacer sa propre contenance, et elle ne l'avait jamais vue la regarder ainsi auparavant, comme si elle était quelque chose de précieux au-delà de toute mesure, comme s'il ne pouvait tout à fait croire à sa chance de la prendre pour épouse. Et lorsqu'elle l'atteignit et que son père plaça sa main dans celle d'Edmund, elle sentit le léger tremblement dans ses doigts et sut qu'il était aussi ému qu'elle, et le vicaire commença la cérémonie avec des mots sur l'amour et l'engagement qui avaient été prononcés dans cette chapelle depuis des générations, mais qui semblaient nouvellement frappés pour eux, gagnés par des années de malentendus, de séparation et enfin de clarté durement acquise. Et quand Edmund prononça ses vœux, sa voix était stable mais rauque d'émotion, alors qu'il promettait de l'aimer et de la chérir tous les jours de sa vie. Et les propres vœux de Catherine sortirent clairs et certains, chaque mot un choix qu'elle faisait en pleine connaissance de ce qu'ils avaient surmonté pour se tenir là ensemble. Et quand le vicaire les déclara mari et femme, et qu'Edmund souleva son voile pour l'embrasser, cela sembla être le sceau de quelque chose qui avait toujours été destiné à être, et la petite assemblée de famille et d'amis proches éclata en applaudissements, et Catherine vit Thomas Blackwood rayonner de satisfaction, comme s'il avait personnellement arrangé leur bonheur, et plus tard, au petit déjeuner de noces, il porta un toast qui parlait de patience récompensée et d'amour qui refusait d'être nié. Et Éléanore pleura ouvertement de joie pour sa sœur, et parmi les cadeaux et les lettres de félicitations se trouvait une de Rosalinde, maintenant Madame le capitaine James Worthing, exprimant un bonheur sincère pour leur union et notant que parfois la rupture d'une promesse permet de tenir des promesses plus vraies, et alors que l'après-midi cédait la place au soir. Catherine et Edmund partirent pour le domaine de Hartwell sous une pluie de pétales de roses et de bons vœux, et pendant le trajet en voiture, Edmund lui tint la main et la portait sans cesse à ses lèvres comme s'il avait besoin d'une réassurance constante qu'elle était réelle et vraiment sienne. Et lorsqu'ils arrivèrent à son domaine, alors que le soleil se couchait, et qu'il la porta pour franchir le seuil de ce qui était maintenant leur maison, Catherine ressentit un bonheur si profond qu'il l'effraya presque. Et ce premier soir, en tant que mari et femme, ils s'assirent devant le feu dans leurs appartements privés et parlèrent doucement de l'avenir qu'ils construiraient. Et Edmund la serra contre lui et murmura contre ses cheveux. « Savez-vous que je me trouve reconnaissant que vous vous soyez évanouis à ce bal, car cela a brisé mon aveuglement avant qu'il ne soit vraiment trop tard, et bien que je déteste que vous ayez souffert, je ne peux regretter ce à quoi cela nous a finalement conduits. » Et Catherine se tourna dans ses bras, l'embrassa
et répondit: « Alors soyons reconnaissants ensemble pour toute la douleur qui nous a ramenés à la maison l'un à l'autre. » Et dans la lueur du feu, la nuit d'automne s'approfondissant au-delà des fenêtres, ils se tinrent serrés l'un contre l'autre, et surent avec une certitude parfaite qu'ils avaient enfin réclamé la vie qu'ils avaient toujours été destinés à partager.